Voilà, Daniel me regarde. Alors, pardon hein, pour ceux qui ont l'habitude. Hein. Avez-vous vu tous l'image de Pierre se déplacer à la vitesse de la lumière et aller rencontrer la pupille de Daniel? Vous la voyez passer? Ensuite, si vous regardez bien Daniel, entre son œil et la partie du cerveau, il a une partie du cerveau qui traite l'information. Oui. Il y a un nerf optique. Et là, il y a des impulsions nerveuses qui remontent. Et lorsque Daniel me regarde, il y a tout ce travail, en fait. Alors, ça prend un certain temps, c'est vrai, mais je ne m'occupe pas du temps que ça prend. On peut le calculer précisément. N'empêche qu'au final, la représentation que tu as construite à l'intérieur, qui est constituée d'un paquet de neurones, n'est absolument pas ce que je suis. On est d'accord? Ce que tu vois, ce que tu traites plus exactement, là, ce sont tes neurones. Je ne suis finalement qu'une projection, qu'une formalisation de quelque chose qui t'échappe complètement. On est d'accord? Si tu regardes ta voisine, c'est son prénom, la voisine. Sandrine, voilà, merci. Si Daniel regarde Sandrine, là déjà ils sont plus près, moins de temps. Mais au final, Sandrine et moi, finalement, on est exactement de même nature. On est deux paquets de neurones dans ton cerveau. Vrai ou pas vrai? C'est un fait. Alors maintenant, on va faire plus compliqué. Daniel va se poser des questions hautes. Il va dire, j'arrête de regarder Pierre, j'arrête de regarder Sandrine. Et finalement, celui qui m'intéresse, c'est celui qui regarde. Celui qui m'intéresse, c'est celui qui regarde. D'accord? Et au final, quand tu te regardes toi, tu ne seras qu'un paquet. Voilà, on est d'accord. Donc, quelque part, en fait, on est persuadé de se déplacer dans une réalité bien concrète au quotidien. En réalité, nous nous déplaçons dans un monde que nous créons en permanence. Il n'est absolument pas évident que vous ayez tous la même image de moi que Daniel, surtout s'il y a des daltoniens. Robert. Ça va quand je dis ça? C'est clair pour tout le monde? Donc on est persuadé de voir la réalité. En fait, on voit la réalité que l'on crée. Alors comment on la crée? D'où vient cette création? Ça, on en parlera quand on parlera des 8 consciences. Je fais un peu de teasing là pour... On en parlera d'où ça vient. Mais en réalité, il y a une chose qui est sûre, c'est que on est persuadé de voir des réalités, mais c'est nous qui les créons. Mais vous allez me dire, d'accord, c'est très gentil ce que tu dis, Pierre. N'empêche que quelque part, il y a bien une réalité qui m'entoure. Oui? Eh bien, c'est de cette réalité dont je vais vous parler. En laissant le bouddhisme de côté et en m'intéressant plutôt aux scientifiques. Pour un scientifique, Pierre, c'est de la matière. La matière, ce sont des atomes. Un atome d'hydrogène, c'est comme ça. Il y a un électron qui tourne autour d'un noyau. C'est ça. Il y a des chimistes. Je ne me fasse pas là. Non, c'est bon. Donc, ça, c'est un atome. Entre parenthèses, un être humain, en moyenne, hein, c'est, 10 puissance 29 atomes. C'est-à-dire 10 fois 10 fois 10, 29 fois 27 fois. 27 fois, 10 puissance 27 fois. D'accord? Alors, pour un scientifique, pour les gens qui s'intéressent à la physique ou à la physique quantique, pour un physicien, un atome, c'est quand même, il faut le savoir, c'est 99,99% de vide. Alors, pour nous expliquer ça, les physiciens, ils nous disent, imaginez que le temple, voilà, les murs du temple soient ce parcours-là, d'accord? De quelle taille, à votre avis, serait le noyau par rapport au temple? Il ne serait pas plus gros? Ouais, une mouche, exactement. Tout le reste est vide. Et la masse volumine, alors c'est égal, 1
99,99% de vide. Je l'écris, hein. D'accord? La seule masse de l'atome vient de son noyau. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas l'expliquer. C'est l'application de E égale mc2. En fait, c'est le déplacement qui donne de la masse. C'est parce que dans le noyau de l'atome, il y a des particules infimes qui apparaissent et qui disparaissent à une vitesse vertigineuse. On ne sait pas d'où elles viennent et on ne sait pas où elles vont. Mais c'est leur apparition et leur disparition qui donnent la masse volumique au noyau de l'atome. Et donc, les 0,01% viennent de rien du tout parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Ça apparaît, ça disparaît. Autrement dit, un atome, c'est du vide. Donc, si je reprends l'explication depuis le départ, je reviens sur ton regard. Pierre égale 10 puissance 27, donc 10 fois 10 fois 10, 27 fois de suite, hein, ouais, fois 99,99% de vide. Et ça, ce n'est pas une réflexion de bouddhiste, hein, c'est une réflexion de chercheur. Comment est-il possible qu'un être humain qui regarde un autre être humain et qui voit donc 10 puissance 27 fois 99,99% de vide, arrive à voir Daniel ou Pierre? C'est une énigme. C'est une réalité. Et pour un scientifique, normalement, sans aucun problème, je suis censé passer ma main à travers ce poteau. J'ai triché. Je pensais que c'est pour ça que j'allais le faire. En fait, qu'est-ce qui fait que je ne peux pas passer ma main à travers le poteau? C'est absolument pas la densité, parce que c'est du vide. La seule chose qui m'en empêche, c'est l'électron. C'est-à-dire, c'est une force électromagnétique. Si vous prenez un tube à essai et que vous mettez un aimant dedans avec le pôle moins vers le bas, le pôle plus vers le haut, si vous prenez un autre aimant avec le pôle plus vers le bas, l'autre aimant va flotter dans l'air. Il ne pourra pas descendre dans le tube à essai. Vous ferez l'expérience. Eh bien, c'est cette force électromagnétique qui nous empêche de saisir vraiment. On les saisit jamais, on les touche vraiment jamais. Oui. On croit, mais en fait, non. Ça va pour l'instant? Vous suivez toujours? Donc, autrement dit, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous touchons, tout ça, c'est une création de notre esprit. Ça parle ou ça ne parle pas? Ça va? Mais ça, vous le saviez déjà, tout ce que je dis. C'est des banalités. Ouais. Ça va pour tout le monde? Donc, alors, c'est une vraie difficulté pour moi, parce que là, vous me dites oui, mais vous allez sortir tout à l'heure, vous serez persuadé que vous êtes dans un monde bien réel, que, vous voyez, non, c'est un monde que vous créez, que vous créerez tout à l'heure et que vous créez dès maintenant. Alors maintenant, je reviens au... Là, c'est un peu comme la science-fiction, vous voyez, c'est un peu comme une bande dessinée. C'est une bande dessinée bien réelle. Hein. Je reviens à ce que je vous disais hier. Ce mécanisme peut se produire grâce à notre système. C'est-à-dire que quelque part, on a ici un système de traitement qui nous permet effectivement de percevoir, d'écouter, d'entendre, de goûter, etc., qui est là. Et ici, ce mécanisme de traitement nous permet de réfléchir. Et je vous ai dit hier, cet étage correspond à la physique classique. C'est-à-dire qu'il y a un point A et un point B. Notre système de traitement fonctionne, il est conditionné pour fonctionner en mode binaire. Là aussi, ça va, vous vous souvenez, ça ne pose pas de questions? Si ceci relève de la physique classique, ceci relève plutôt de la physique quantique. C'est-à-dire que quelque part, on s'affranchit des notions d'espace et de temps. Si je dis ça, est-ce que c'est clair aussi? Ouais. Hein, pour avoir une représentation de ça, alors là aussi c'est pareil, je ne sais pas comment ils font, ils prennent une toute petite particule infime, ils la divisent en deux, les scientifiques, je ne sais pas comment ils font, ils en envoient la moitié à chaque bout de l'univers. S'il y a un stimulus qui est exercé sur une moitié, l'autre moitié, instantanément, le ressent.
Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de... C'est instantané, vous voyez, plus d'espace-temps. C'est ça la physique quantique. Si vous êtes dans le point A, vous êtes dans le point B dans la physique quantique. Il n'y a plus d'espace-temps. Vous êtes au-delà. Est-ce que ça va, tout le monde suit? Ouais. Alors, autrement dit, il faut que j'aille doucement quand même. Ça va? Installe-toi, c'est bon? Tu vois, Oui? ce que j'arrive pas à enregistrer, c'est que tu dis que la densité, ça crée la matière, mais puisqu'il y a plein de vide autour, pourquoi on n'arrive pas à traverser le poteau alors? Oui, c'est ça. C'est la question des scientifiques. Et l'explication, qui est une vraie explication, hein, c'est pas une hypothèse, c'est la charge électromagnétique des électrons. C'est comme des aimants qui se repoussent. Si tu veux, scientifiquement, en fait, en réalité, quand je touche le poteau, je ne le touche pas. Mes capteurs sensoriels me donnent une information. Mais à cause des électrons, à cause des charges, c'est comme deux aimants qui se repoussent, je ne peux pas. C'est pas la densité. Ouais, c'est ça. Donc, si quelqu'un arrivait à couper provisoirement la charge électromagnétique de ces électrons, il n'a aucun problème à passer à travers le poteau. Et moi, je pense que c'est ce qu'a fait Milarepa. Vous savez tous l'histoire de Milarepa, non? Alors, Milarepa, on peut faire une petite parenthèse. C'est l'origine de... C'est grâce à lui qu'on est là. Hein. C'était il y a... au XIe siècle. 1000 et quelques. C'est lui qui a... Bon, je ne raconte pas son histoire ce matin, je le ferai plus tard, mais c'était un être comme vous et moi, et il a atteint la réalisation. Et un jour, il était dans une grotte à méditer, et un jour, il y a deux érudits, des érudits, des gens très instruits, qui vont le voir, pour un peu le provoquer, pour voir... parce qu'eux, ils pensent que c'est... Comme vous savez, il est comme autodidacte, enfin, il n'a pas fait les grandes écoles, tout. Donc les théories du bouddhisme, forcément, il ne va pas bien savoir tout. Donc, ils vont pour le questionner et le mettre en difficulté. Et il le questionne, mais il n'arrive pas. Lui, il voulait méditer ce jour-là, il était tranquille. Donc, il l'embête un peu. Alors, à un moment donné, il en a un peu marre. Il se lève de son siège de méditation et il se dirige vers le mur. Et il passe à travers le mur, il sort de la grotte, il rentre par la porte d'entrée et dit « Quand vous faites ça, alors on discute. » Ça s'arrête là. Voilà. Et moi, mon hypothèse que je fais, c'est que ça doit être possible de travailler sur cette charge électromagnétique. Parce que scientifiquement, mais vraiment n'importe quel le physicien va vous dire la même chose, il n'y a aucun problème à passer au travers. C'est du vide. On est du vide. On est, un être humain, c'est 10 puissance 27 fois 99,99%. C'est une réalité. Hein. Ça va, ça répond bien à la question. Donc je reprends là. Physique classique, physique quantique. Alors, ça veut dire que quelque part, et nous sommes des êtres ordinaires, depuis notre naissance, on travaille à cet étage-là, avec tous nos conditionnements. Lorsqu'on se met à méditer, on passe ici. D'accord? Et donc là, on arrive progressivement dans un univers immatériel. Ça, c'est matériel. Ça, c'est immatériel. Ça va toujours? Ça veut dire que quelque part, ouais. Ça, on l'appelle, dans le bouddhisme, on l'appelle le monde relatif, et ça, on l'appelle le monde absolu. Là, ou l'absolu, d'accord? Pour simplifier. Alors, je vais vous poser une question pour voir si on se comprend bien. Si vous êtes, par exemple, là, au point A, dans le relatif, êtes-vous en même temps, dans le relatif, hein, êtes-vous en même temps au point B? Non. D'accord? Par définition. C'est pour ça que la loi de causalité ne se vérifie que sur le plan relatif. Si j'écarte les doigts, le feutre tombe. Parce qu'il y a un point A et un point B. Si, maintenant, imaginons qu'on arrive à la fin de la semaine, c'est-à-dire que vous avez terminé le stage, vous êtes tous des grands méditants, et à ce moment-là,
on arrive ici. Si vous êtes là, on va voir si vous avez bien compris. Est-ce que vous êtes là ou pas que? C'est trop fort. Trop fort. C'est-à-dire, vous êtes où? Ils sont trop forts. On va aller 5 fois plus vite que prévu. C'était pas la peine que j'y réfléchisse toute la nuit. Donc, effectivement, si vous êtes là, puisqu'il n'y a plus d'espace-temps, vous êtes en même temps là et là. D'accord? Alors, que je reprenne le truc, parce que du coup, on va le faire tout de suite, puisque vous suivez. Ça va trop vite. Ouais, c'est trop vite pour moi. Juste quelques secondes, je remets ça dans le bon ordre. Ouais, c'est ça. La grande difficulté quand on apprend à méditer, c'est de naviguer entre les deux. Ce que dit Bokar Rinpoche, il dit, on peut à un moment donné concevoir que tout est irréel. Vous voyez? Ça, il n'y a pas de problème. Intellectuellement, on est en train de le faire. Bokar Rinpoche dit, à d'autres moments, on peut concevoir que tout est bien réel et se déplacer dans cette réalité. Mais il dit, le problème du système mental de l'être humain, pas que de l'homme, de l'être humain en général, c'est qu'effectivement, il ne peut pas simultanément penser l'un et l'autre, le monde relatif et le monde absolu. C'est très difficile. Le mental ne peut pas le faire. Et le risque, c'est de partir dans des extrêmes. C'est-à-dire que celui qui navigue ici va avoir comme objectif de vivre bien, de sortir de la souffrance. Vous voyez, il va donc se déplacer dans le monde relatif et il va nier complètement ceci. C'est-à-dire, il va nier le partage que nous avons tous à quelque chose d'universel. Ça devient une sorte d'individualisme avec une satisfaction de besoins personnels, vous voyez. Tout est là. Et il faut tout satisfaire ici. Celui qui va se trouver là va dire, mais non, tout ça c'est des blagues, ça n'a aucune réalité. Je peux faire ce que je veux. Ça n'a aucune conséquence, puisque tout est une illusion que mon esprit crée. C'est ce qu'on appelle les deux extrêmes. On appelle ça dans les enseignements le nihilisme et l'éternalisme. Nihilisme, éternalisme. Et comme le bouddhisme, c'est la voie du milieu, il faut qu'on se situe entre les deux. C'est pour ça que dans les enseignements, nos grands méditants nous ont donné des antidotes. C'est-à-dire, pour ne pas tomber dans la négation de cette réalité, on va développer ce qu'on appelle des actes positifs vis-à-vis des autres. C'est-à-dire qu'on va s'occuper des autres. Autrement dit, on va développer de la compassion pour ceux qui souffrent. Mais pour ne pas tomber dans l'autre extrême, on va, par nos méditations, découvrir, s'approprier, rentrer dans cette notion de vide, d'irréalité. C'est-à-dire que quelque part, on va par nos propres méditations aller vérifier ce qu'il y a là-haut. Et ce que disait Rinpoche hier, alors c'est là, c'est que quelque part, il y a donc deux accumulations à faire. L'accumulation d'actes bénéfiques pour les autres et l'accumulation de sagesse. Et c'est pour ça que la plupart des divinités, comme Dorje Sampa, sont représentées dans cette position-là. Ouais, c'est le chemin à parcourir. Ça veut dire que quelque part, ils ont réalisé la simultanéité des deux. Acte bénéfique pour les autres et sagesse. C'est-à-dire ne pas se laisser prendre au piège du monde relatif. Et ce qu'a dit... c'est pour ça que je lui ai redemandé si c'était le collier ou la rose pour Chatrazi. Ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'effectivement, il y en a un des deux, ça va fonctionner et pas l'autre en fait. C'est-à-dire que si je laisse l'accumulation d'actes bénéfiques pour les autres, et si je m'intéresse
uniquement à la vacuité, et si je réalise la vacuité, alors les deux se font simultanément. C'est-à-dire que je serai capable simultanément de produire un acte bénéfique pour quelqu'un d'autre. Mais la grosse différence, c'est que si moi, être ordinaire, je veux accomplir un acte bénéfique pour quelqu'un, je peux y arriver, mais je peux me tromper. Si je suis un être réalisé, étant réalisé, il n'y a plus d'erreur possible. Pourquoi? Parce que l'être réalisé est en même temps ici et là. Ouais. C'est pour ça qu'on dit la compassion d'un bodhisattva et la compassion d'un être ordinaire, c'est pas pareil. C'est-à-dire la compassion d'un être ordinaire, il va essayer d'aider quelqu'un quelque part, alors que la compassion d'un bodhisattva, il est à la fois celui qui exerce la compassion, celui pour qui la compassion est exercée, et la compassion elle-même. Et il n'y a pas d'erreur possible. Pourquoi? Parce que l'aide qu'il apporte ne passe pas par une réflexion intellectuelle. C'est une aide spontanée. Et c'est pour ça que dans les enseignements, on compare ces personnes à des soleils. On dit quand le soleil est clair, le soleil, il ne va pas réfléchir, est-ce que je dois éclairer le champ du père Mathurin? Est-ce qu'il l'a mérité? Ou est-ce que je dois éclairer le champ de l'autre? Pas du tout. Le soleil, il est là pour tout le monde. Et ceux qui le peuvent en prennent sa lumière, vous voyez. Il n'y a pas de réflexion intellectuelle dans la lumière. Eh bien, dans la compassion des bodhisattvas, des êtres qui sont en cours de réalisation, leur compassion, l'aide qu'ils apportent, les actes bénéfiques qu'ils apportent aux autres, ne passent pas par une réflexion intellectuelle. Vous voyez, elle est spontanée et sans erreur, de fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont en même temps ici et là. Ça va, c'est clair? Et donc, c'est pour ça qu'il a dit à un moment donné, attention, cette sagesse, là il parle de la sagesse de la rose, ou du lotus, pardon, de Chenrezig, il a dit à un moment donné, si vous avez bien écouté, c'est la vacuité. Ça n'a rien à voir avec une sagesse intellectuelle. Et c'est ce chemin-là qui nous permet d'être hyper efficace ici, pour le bien des autres. Pour notre bien, pour le bien de tous. Je vous laisse réagir? Ouais. En fait, la vacuité, on peut le résumer comme la capacité des autres sans interaction mentale. La capacité À aider les autres sans interaction du mental. Alors, tu peux le voir comme ça, mais les définitions qu'on donne en général de la vacuité, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun élément qui ne soit déconnecté des autres. Il n'y a pas d'élément qui ait une existence propre, indépendamment des autres. C'est une première définition. Il y en a deux définitions en général. Il n'y a aucun élément qui ait une existence propre et connectée des autres. Ça veut dire qu'on est tous connectés quelque part. En réalité. On est tous connectés. Et la seconde définition de la vacuité, c'est qu'on ne peut pas définir la vacuité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mot, tu vois, il n'y a pas de mot ici qui permet d'expliquer ça. Voilà, c'est ça, si vous retenez ces deux définitions, vous avez vraiment la définition de la vacuité. Et c'est pour ça qu'il y a certaines religions authentiques dans le monde qui disent qu'on refuse de donner un nom à Dieu. Parce que les gens ont réalisé que si on essaye de définir ceci avec cela, c'est qu'on n'a rien compris, on essaie juste de monter le système comme ça. Ouais, c'est le mental qui réfléchit quelque chose qui n'appartient pas. D'autres questions? Alors j'en profite parce que c'est un peu tentant de faire. Alors c'est simplifié, hein, on est d'accord, c'est ultra schématique. Hein. Si ceci est mon schéma et que j'ai, malgré tout, sans être encore, je suis qu'un être ordinaire, hein, sans être encore un être réalisé, si j'ai envie d'aider quelqu'un, là, derrière moi, il y a d'autres êtres, hein, il y a d'autres personnes, Imaginons, il y a quelqu'un là derrière moi, qui se trouve derrière moi. Moi, j'ai envie de l'aider. Donc, je peux me dire, ici, je vais lui apporter une aide comme ça.
Je vais l'aider comme ça, vous voyez, dans la vie courante. Mais je peux aussi me dire, non, 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 il y a plus et plus puissant. Pour l'aider, je passe par là. Ça parle quand je dis ça? Pour l'aider là, je passe par ici. Vous comprenez? C'est-à-dire que quelque part, je vais aller sur des plans beaucoup plus subtils, remonter beaucoup plus haut et redescendre pour lui apporter une aide beaucoup plus efficace. Comme par exemple, certaines personnes qui guérissent, qui ont des compétences, même ils n'ont pas besoin que la personne soit là physiquement. On peut remonter de plus en plus haut. Certains guérisseurs, des médiums, des gens qui font des choses à distance. Mais le fin du fin, effectivement, c'est d'avoir réalisé cela, parce qu'à ce moment-là, on peut aider tout le monde. Vous voyez? Là, il n'y a pas de risque. Plus on monte haut, moins il y a de risque d'erreur. Ça va, c'est clair pour tout le monde? D'autres questions, d'autres réactions? Allez-y, hein, n'hésitez pas. Oui? C'est ce qu'expliquait hier Fatia. Oui. Avec la valeur que tu verras. Oui. En fait, on passe par elle et on redescend sur les. C'est ce qu'il a dit à un moment donné. Je crois qu'il l'a dit. Hein. À un moment, il a dit vous imaginez avec elle, dans elle, et vous redescendez. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Oui. Est-ce que, sans parler trop de religion, parce que je vois bien que tu fais en sorte que ce soit laïque, ça me fait penser à la puissance des prières. C'est ça. C'est ça. C'est ça, exactement. C'est-à-dire, plus tu vas explorer à l'intérieur de toi un chemin qui n'est absolument pas celui de ton mental, plus tu vas monter haut dans le triangle. C'est la puissance des prières. Mais alors, par contre, du coup, c'est bien parce que tu me donnes la possibilité d'en parler. Effectivement, quand on a dit ça, ça veut dire que n'importe quelle religion, n'importe quelle divinité, c'est exactement comme dans la tête à Daniel. Il n'y a rien qui échappe à ce que je viens de dire. Et ça, vous retrouverez textuellement ce que je viens de dire, pratiquement, dans le texte du Mahamudra, dans la traduction française. Pratiquement. Ça veut dire que quelque part, toutes les religions, tous les dieux, toutes les divinités, Chenrezig, tout ce que vous voulez, et y compris Emmanuel Macron, enfin, tout, absolument tout, n'est qu'une création de notre esprit. Ouais. Oui. Mais ça veut dire que les bouddhistes eux-mêmes ont conscience qu'ils ont servi des représentations pour expliquer des choses plus spirituelles. Non seulement ils en ont conscience, mais ils ont donné un nom. Ils appellent ça les moyens habiles. Ça veut dire qu'effectivement, habiles, les moyens habiles, ça veut dire qu'effectivement, selon la capacité de la personne qui vient rentrer sur le chemin spirituel, on va lui proposer quelque chose qui est adapté à sa capacité. Il y a des personnes qui ont besoin d'une divinité, et il y a des personnes qui n'ont pas du tout besoin de divinité. Ça répond bien? Voilà. C'est ce qu'on appelle les moyens habiles. C'est-à-dire, on ne va jamais dire à quelqu'un Chenrezig existe ou n'existe pas. Pour certains, il existe, et il existe véritablement. Pour d'autres, il n'existe pas. Et véritablement, il n'existe pas. Ça dépend où il se situe. Ce qui est vrai quelque part ne l'est plus ailleurs. Donc c'est pour ça que dans le bouddhisme, il y a un profond respect des autres traditions authentiques. Il y a un vrai respect de ces traditions. C'est bien de le dire parce que je pense que hier c'est quelque chose qu'on a un petit peu perdu forcément par la traduction. Ça pouvait sembler très religieux, mais en fait ils ont quand même vraiment conscience que c'est une des manières de voir les choses. Absolument. Et alors du coup, comme on va très très vite, je vais commencer ce que je voulais faire qu'à 9h, mais parce que c'est bien, c'est super. Hein. Tant mieux si on va vite. En réalité, la question qui est posée par l'intervention de Pakia Rinpoche, c'est le chemin qui permet d'aller d'ici à là. Je ne sais pas si tout le monde voit. C'est le chemin qui permet d'aller d'ici à là. Alors, je vais le représenter.
en rouge, d'accord? En réalité, c'est exactement la question que tu poses. C'est comme si on avait des escaliers différents. Je vais les représenter. Un premier escalier qui serait là, avec des marches. Hein. Un autre qui serait ici. Alors, pour être... je devrais même le faire avec des couleurs différentes. Ce serait encore plus sympa. Oui. Un autre qui serait là. Alors, par exemple, arbitrairement, hein, celui que j'ai fait en jaune, là, je vais l'appeler le sentier de Samatha. C'est-à-dire, on va dire aux gens, attention, le seul travail qui est à faire, c'est le calme mental. Et c'est de se libérer progressivement de tous ces conditionnements, de toutes ces conceptualisations, pour accéder ici. Et il n'y a besoin de rien d'autre. Il y a besoin de croire en rien, il y a besoin de prier personne. C'est juste un travail sur soi. C'est Samatha. Il n'y a pas besoin de croire en une divinité particulière. Mais il y a un autre escalier qui serait là, qui serait Chenrezig. Ça veut dire que quelque part, pour sortir des pièges du mental, comme on a beaucoup de difficultés les uns et les autres à concentrer notre esprit, on va fixer notre esprit sur, comment je vais dire, des visions particulières, des objets d'absorption particuliers. C'est-à-dire qu'on va visualiser à un moment donné quelqu'un qu'on va imaginer sous forme de bande dessinée qui va s'appeler Chenrezig. Mais si je suis dans une bande dessinée en train de regarder Chenrezig, j'ai oublié mes factures, j'ai oublié ceci, j'ai oublié les impôts, j'ai oublié tout le reste, vous voyez. L'astuce du bouddhisme tibétain, c'est qu'en réalité, nous, un être ordinaire, quand il voit Chenrezig, il voit le dessin de Chenrezig. Quand moi, je vois Chenrezig, je vois des messages. C'est une accumulation de symboles destinés d'abord à l'inconscient et ensuite au conscient. Il n'y a aucune partie de la représentation de Chenrezig qui n'est pas d'explication symbolique. Et il a commencé à nous expliquer. Ça veut dire que quelqu'un qui vient pour la première fois dans un temple, quand il regarde une divinité, il voit la divinité. Quelqu'un qui a été initié, lui, il voit tout un tas de messages. Oui, un message sur la compassion, un message sur la vacuité, et il y a plein d'explications. Mais comme la personne dans cet escalier est absorbée à tour de rôle dans des niveaux d'explication différents, à un moment donné, effectivement, le mental s'arrête et il est comme, unifié à la divinité. Vous voyez. Il est sorti du mental et il se retrouve ici. Est-ce que mon explication est claire ou pas claire? Je veux bien que tu répètes une deuxième fois. Ouais. C'est-à-dire que je vais prendre une façon différente de le dire. Oui. Si par exemple, quelqu'un aime bien aller dans les églises, etc., oui, s'il va dans l'église, dans notre culture à nous, déjà, ça veut dire qu'il n'est pas au café, dans la rue, ou en train de faire autre chose. S'il arrive petit à petit à pénétrer le lieu, à sentir le lieu, et arrêter d'avoir des pensées par rapport à ce qu'il y a en dehors, à un moment donné, il va atteindre un tel calme qu'il aura l'impression de recevoir comme une grâce. Mais c'est possible avec une église, mais c'est possible avec n'importe quel édifice, vous voyez. C'est uniquement à cause de nos conditionnements culturels qu'on va trouver des lieux propices pour ce genre de travail. C'est possible aussi avec la nature. Absolument, exactement, c'est possible avec la nature. Vous voyez, c'est simplement une question de karma, du karma de chacun. C'est quelle est la voie qui vous convient le mieux? L'église, la nature, le temple bouddhiste. Mais pour les bouddhistes, mais franchement, eux, ils ne vont pas jamais dire c'est le temple bouddhiste. Vous voyez? Ils vont dire mais non. C'est pour ça que Dalai Lama dit, vous savez, quand il répond à Richard Gere, il dit mais non, c'est pas chez nous, il ne faut pas que tu prennes refuge, reste dans ton temps. Si la voix de quelqu'un, elle est là, le bouddhiste, il ne va pas lui dire deviens bouddhiste. Oui, ça serait une injonction paradoxale. Ça serait de dire le contraire de faire le contraire de ce qu'il dit. Quoi. Si vraiment vous rencontrez un maître, et on peut en rencontrer très facilement en fait, en réalité. Si vous rencontrez un maître, le savoir-faire du maître
ce sera de vous proposer ce qui vous convient à vous, pas ce qu'il a envie de vous imposer en matière de ça. Voilà, il faut apprendre ceci, il faut faire cela, quoi. Le maître va s'adapter aux besoins des disciples. Il va lui proposer ce qui lui convient à lui. Et on est tous différents. C'est cette rencontre qui fait que ça fonctionne. Donc, autrement dit, pour revenir sur la question de la religion, à partir du moment où elles sont authentiques, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise religion, il y a juste une religion qui est adaptée à quelqu'un pour lui permettre de dépasser la religion. La religion, c'est comme la méditation, ce sont des outils, ce ne sont pas des finalités. C'est un moyen de transport. Et c'est pour ça que dans le bouddhisme, on parle d'un grand véhicule ou d'un petit véhicule. Et ce serait vraiment une erreur, mais qui est faite couramment, quoi, de confondre le moyen de transport et la finalité. Et il y a des gens qui tuent à cause du moyen de transport. Il faut en être conscient. Hein. Est-ce que c'est clair tout ce que je suis en train de dire? Il y a bien moyen de se tromper de véhicule et d'arriver à des finalités qui ne sont pas sur la religion. Enfin, voilà, on voit que ça nous amène là. Le véhicule peut nous amener aussi à des choses discutables. Ah oui, de toute façon, si le véhicule n'est pas correct, il nous amène quelque part, mais ce n'est pas forcément là où on souhaitait aller. Quoi. Mais à l'inverse, on peut aussi parfois concevoir qu'il y ait des personnes qui ont besoin de plusieurs véhicules dans leur vie, ou de passer d'un véhicule dans l'autre. Vous voyez? Et le tout, c'est de trouver le bon véhicule et de savoir exactement où on veut aller. C'est ça qui est important. C'est ça. C'est ce que dit aussi Pacquiao Rinpoche. C'est la motivation. Je pense que l'important aussi, c'est le conducteur du véhicule. Alors là, voilà. C'est-à-dire que quelque part, effectivement, il a tout à fait raison. Hein. C'est-à-dire que on peut nous se donner le statut de conducteur de bus, mais si on n'a pas passé son permis, c'est un petit peu difficile. Vous voyez? C'est-à-dire que quelque part, on a besoin d'un guide. Ce sont des traductions où on a besoin de quelqu'un qui soit là à côté de nous pour nous aider par rapport à la conduite de ce véhicule. C'est pour ça que, vous savez, on dit que depuis l'époque du Bouddha, tout ce qui a été donné de personne à personne. Et souvent par oral. Parce que ce que je viens de dire, franchement, c'est un message qui vous est destiné à vous, avec nos mots à nous, dans le contexte de cette journée particulière. C'est un message oral. Avec vos réactions instantanées. Vous voyez, une interaction entre nous. Donc, pour revenir à Pacquiao Rinpoche, parce que finalement, si je prends un peu de distance, ce qu'il nous propose, c'est de développer un savoir-faire qui nous permet de nous guérir, si on est malade, ou d'aider les autres à se guérir. Et en même temps, il nous propose un autre chemin où il nous parle de Chenrezig. Oui, les deux ne sont pas contradictoires. C'est simplement que si on veut être capable d'avoir un acte de guérison sur son corps ou sur le corps de quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il faut qu'on soit suffisamment avancé dans la concentration pour pouvoir modifier les choses. Et pour se concentrer, soit on va le faire par la voie de samatha, healing samatha, samatha de la guérison, soit, pour certains, il y aura certainement besoin de passer par Chenrezig. Pourquoi? Parce que Chenrezig, à cause de la succession de ces marches d'escalier, nous permettra de dompter complètement notre mental. Et à un moment donné, de ne plus être perturbé par le mental. Je vais le dire autrement pour qu'on se comprenne bien. Je regarde le temps. Si je veux éteindre la lumière, rien de plus facile, je me dirige vers l'interrupteur et j'appuie sur le bouton. Là, je travaille sur le plan relatif, sur ce plan-là, sur le corps physique. Si je veux résoudre un problème de santé, je peux le faire sur le plan physique, vous voyez, relatif. Mais je peux aussi remonter le plus haut possible. Là, bon, ce n'est pas notre sujet ce matin, on en reparlera. Vous savez, vous avez entendu parler d'un corps subtil, circulation d'énergie, des canaux, des chakras. Si ce circuit est obstrué, l'énergie ne passe pas. Si l'énergie ne passe pas, le corps physique traduira le problème.
Donc, au lieu de m'occuper de mon corps physique, si je remonte sur un plan subtil pour réparer le canal obstrué, automatiquement, sur le plan physique, ça va changer. Le problème, c'est pas comme l'interrupteur. Je peux pas y aller avec un petit vélo. Vous voyez? Le problème, c'est le mode de déplacement. Le mode de déplacement, là, dans cet univers-là, il est là. Il est à l'intérieur, pas là, la physique. Il est immatériel. Ça veut dire que quelque part, il faut que je considère que je vais utiliser, on revient sur les moyens habiles, un mental, souvent représenté sous la forme d'un éléphant, le cognitif, et je vais vouloir le chevaucher pour qu'il m'emmène au canal qui est obstrué. Le problème, c'est que je vais avoir en permanence un petit singe qui va choper la trompe de l'éléphant et qui va lui dire « t'as autre chose à penser ». Je vais faire un pas en avant avec l'éléphant et je serai déjà parti là parce que le petit singe m'aura emmené sur le côté. Ou alors je vais faire un pas avec l'éléphant vers le canal que je veux déboucher. Et l'éléphant, il n'est pas bien réveillé ce matin, une espèce de noirceur, il n'entend même pas ce que je lui dis, vous voyez. La somnolence et la turbulence sont les deux choses auxquelles on est confronté quand on essaie de méditer. Vous comprenez? Le mode de déplacement n'est pas un mode physique là, à l'intérieur de Mécano. C'est immatériel. J'ai besoin d'un esprit qui soit dompté pour l'emmener au niveau de mon corps subtil, précisément là où j'ai envie de l'emmener, pour accomplir précisément un acte très très précis qui va avoir une conséquence très puissante sur mon corps physique. La seule façon d'y arriver, c'est d'être capable de monter sur l'éléphant. Ça vous parle quand je dis ça? Voilà. Et donc, effectivement, le fait de travailler, si j'arrive pas à me concentrer, etc., pour arriver à monter sur l'éléphant, je peux passer par un véhicule qui va s'appeler Chenrezig. C'est-à-dire que la pratique de Chenrezig, petit à petit, va me permettre progressivement de développer certaines qualités qui me permettront, à un moment donné, de grimper sur mon éléphant. Ce n'est qu'une pratique, ce n'est qu'un véhicule. Clair ou pas clair? Réaction de votre part? Ouais? Pour comparer la pratique de Chenrezig et la méditation, la finalité des deux, c'est apprendre à se concentrer pour pouvoir passer à... Ouais, c'est ça. Dans un premier temps, c'est apprendre à se concentrer. Pour se libérer du mental, le petit singe n'a plus de prise. Tu peux appuyer sur l'interrupteur. Tant que le petit singe va emmener ton mental quelque part, tu feras quelque chose sur toi, mais ça sera quand même limité. Si tu arrives à monter sur l'éléphant, alors tu peux aller très très loin à l'intérieur de toi pour appuyer sur les interrupteurs sur lesquels tu dois appuyer. Le problème, c'est ce petit singe. C'est la turbulence de l'esprit. Ça t'enlève toute la puissance de ta démarche et toute la finalité de ton action. Oui? J'ai vu qu'il y a une question du mental. Le sens, c'est l'agitation ou la torsion? C'est la noirceur de l'éléphant. C'est pour ça que plus l'éléphant, plus on va avancer. J'en parle pas plus, hein, puisque je pense qu'il vous en parlera. Plus on va avancer sur le sentier, plus l'éléphant s'éclaircit. Ouais. Voilà. Et vous voyez bien à un moment donné que au stade 7 précisément, c'est-à-dire la pacification complète, le petit singe et le moine s'est interposé. Le petit singe ne touche plus l'éléphant. Il n'arrive plus à toucher l'éléphant. Au stade 7. Là. Vous voyez? Là, c'est pour ça que c'est dans cette dernière ligne droite qu'apparaissent ce qu'on appelle les absorptions méditatives. C'est seulement à partir de ce moment. Et donc, ceci ne se décrète pas. On ne peut pas dire demain à 15h, je vais me mettre dans ma méditation. Vous voyez où je vais. La méditation apparaît spontanément quand le mental ne nous emmène plus, quoi. Quand le petit singe ne nous emmène plus et que la clarté est faite dans notre esprit. C'est quelque chose qui se fait tout seul, à condition de
d'avoir passé tous les stades. Est-ce que ça veut dire que Oui. les grands pratiquants de méditation, Oui. à force de s'entraîner, ils passent quand même par toutes les étapes où ils arrivent très rapidement Non, 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 à atteindre le niveau. Oui, non, une fois que... Oui, non, Hier, il avait l'air, au tout début, parce que la première fois que je le voyais, j'ai eu l'impression qu'instantanément, il passait dans un état inatteignable pour la plupart d'entre nous. ouais, il y en a d'autres qui l'ont vu. Hein? Il y a d'autres qui l'ont vu. dans sa Il a façon. fait ça. Et c'est normal, si tu veux, c'est comme les gens qui apprennent à faire du vélo. Une fois que tu sais faire du vélo, tu es sur le vélo, quoi. Tu vois. Mais il faut apprendre. Et donc, tant qu'on n'arrive pas à tenir sur le vélo, bah, on a des allers-retours, on a des gamelles, etc. C'est pareil. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Ça va, c'est clair? Ouais. Tu peux me dire ce que symbolise l'éléphant? L'éléphant, c'est le mental, c'est le cognitif. C'est-à-dire, c'est notre... Les deux premières tranches de la pyramide? Alors, ouais. Il y a une partie de l'autre tranche aussi, hein, les fonctions automatisées, la inconsciente. Tout ça, c'est le système mental. C'est le système mental. Il fait si tu veux, tout ce qui est automatisé en fait partie. Alors, y compris nos pensées automatisées. C'est pour ça que quand tu regardes le départ de Samatha, vous pouvez voir qu'au stade, je ne regarde pas, mais de mémoire, ça doit être 3 et 4, l'éléphant regarde derrière lui. C'est ce qu'en psychologie, c'est ce qu'on appelle la métacognition. C'est-à-dire que la personne qui est capable de s'observer penser. Vous voyez, même dans ce que d'habitude elle fait inconsciemment, elle va en prendre conscience. Vous voyez, il y a un regard sur soi, sur sa façon de faire. C'est la métacognition. On regarde tout. On regarde comment on pense, on regarde ce qui se passe. Et donc, vraiment, tu prends conscience de tout un tas de choses. Même ce qui n'est pas vu d'habitude, même ce que tu fais inconsciemment. Ça va? Ça répond? Hein, je pense que c'est... L'éléphant, effectivement, il doit comprendre une partie des choses inconscientes. C'est le cognitif au sens très très large, conscient, avec une partie qui n'est pas toujours consciente, quoi, qui est les automatismes. D'autres questions? C'est intéressant, hein? En fait, Chénérésis, c'est une pratique, c'est pas une qualité, c'est pas une... Ouais, Ça va être une pratique et Chénérésis, c'est ça, c'est exactement ce qu'on en fait là. C'est exactement ce qu'on en fait avec notre mental. Mais pour un paysan tibétain, c'est vraiment une idée. Mais lui, par... Oui. Là, il n'y en a pas de Chenrezig. Il y a juste la représentation là-bas. C'est une divinité à 4 bras. Il est là? Ah oui, sur la Ah oui, table. voilà, sur la photo là. Mais quelque part, autant quand Daniel me regarde, je n'ai aucune existence en dehors de celle qui crée. Enfin, si j'ai une existence, alors là, oui, il crée mon existence. Et Chenrezig, c'est exactement pareil. Il a l'existence qu'on veut, véritablement. On peut créer des égrégores, on peut créer des anges gardiens, on peut créer ce que l'on veut. Ils peuvent être extrêmement puissants. C'est notre mental qui crée tout ça. Il n'y a aucun problème. Donc, et on en a besoin, croyez-moi, parce que depuis le temps que je travaille avec des lamas tibétains, je me suis aperçu qu'effectivement, il peut y avoir des obstacles sur la route. Et le fait de pouvoir s'adresser à certaines divinités, c'est incroyablement puissant. Mais vraiment très puissant. Ça va, ça répond. C'est pour ça que, Ouais. quand il disait que quand tu veux agir, tu t'adresses déjà au Bouddha et le Bouddha vous revient. Voilà, c'est Ok. ça. D'accord. C'est pour ça que quand des journalistes disent au Dalai Lama, quand il faut parler des militaires chinois, des trucs comme ça, du monde qui est à changer,
de la pollution, de l'environnement, etc. Il dit toujours la même chose, le Dalai Lama. Il dit, bien sûr, on peut changer le monde, bien sûr, à condition de commencer par travailler en soi. Si on monte là, on a une puissance décuplée. Ça va, ça va. Alors on arrive au plus beau, mais le plus beau, on ne le traitera Après qu'à le 2 heures. petit-déj. C'est gentil.